Et c'est une nouvelle semaine qui démarre avec Philippe David, les vraies voix jusqu'à 19h comme tous les jours du lundi au vendredi. Ça va Cécile? Écoutez, moi je très bien. Et vous, mon cher Philippe? J'ai vécu une chose bizarre ce week-end. Ah bon, encore? Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu le retour d'Antoine Dupont sur un terrain de rugby. Oui. Et instinctivement j'ai repensé à France-Afrique du Sud. Et vous avez pleuré? Non, j'ai appelé un de mes amis, pareil. Déjà de vous normal, avez un ami, c'est Non, mais bien, attendez, c'est bien. Merci, quelqu'un de normal comme moi, et lui aussi il n'arrive pas à s'en remettre. C'est vrai? Oui. Ah bon? Et ça va Pas durer vous longtemps? Ils sont un peu Je sais pas, France RFA 82 c'est toujours pas fini. Alors vous D'accord. savez, il y a plus de 40 ans, donc Des personnalités un peu fragiles, tout de Ouais, même. ouais, ouais. je vous en prie. Oui. Vous voulez que je vous mette un plaquage? Sans problème. Ça démarre bien cette Mais émission. avec Cécile en mêlée, je dis pas non. Ah bah écoutez, faisons des petits plaquages, Philippe Bilger et moi. Bon, on les laisse dans le rock. Hein. Moi, je suis très mauvais à ces choses-là, mais je peux contempler. Non? Dis donc, c'est un Bon, petit j'ai peu- trouvé c'est un petit- surnom, Tom Voyeur Conan. Voilà. C'est coquin Ça ce y est, début tout le monde a sa d'émission, place dis dans donc, dis l'équipe, donc. Allez, vous nous appelez chaque jour au 0826 300 300. Cette émission, bien entendu, vous appartient. Vous pouvez réagir quand vous voulez, bien entendu. Aude vous attend derrière ce numéro magique et au sommaire de cette émission, le grand débat du jour à partir de 17h30. Donc cette marche civique contre l'antisémitisme a rassemblé 182 000 manifestants à Paris ce dimanche avec des cortèges dans 70 villes de France à l'appel de Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher, alors que les actes antisémites sont en hausse en France depuis les attentats du 7 octobre en Israël. Des membres du gouvernement, du RN et LR, les Europe Écologie Les Verts ont défilé, tandis que le parti LFI n'a pas souhaité s'y rendre, Philippe. Oui, et est-ce qu'à votre avis, 182 000 personnes dans toute la France pour marcher contre l'antisémitisme, c'est suffisant? Ou est-ce que ça aurait dû être beaucoup plus? Selon vous, est-ce une manifestation historique, comme je sais pas, Charlie en 2015 par exemple? Est-ce que vous êtes allé marcher à Paris, à Toulouse ou ailleurs? Venez témoigner. Vous n'êtes pas allé marcher, venez aussi témoigner au 0826 300 300. Et pour le moment, y a-t-il une prise de conscience sur la montée de l'antisémitisme en France? Vous dites non à 58%. Et on en parlera avec notre expert du jour, Salomon Malka, journaliste et écrivain, ancien directeur de la revue L'Arche et collaborateur au Figaro Vox. Et puis, 18h30, le coup de projecteur des vraies voix. La date est restée forcément dans les mémoires. 13 novembre 2015. C'était il y a 8 ans. Des terroristes tuaient 130 personnes à Paris. Attaque coordonnée au Bataclan sur des terrasses parisiennes, ainsi qu'au Stade de France. Ces attentats allaient plonger durablement la France dans le deuil et l'état d'urgence quelques mois après les tueries de Charlie Hebdo en janvier de la même année, Philippe. Oui, est-ce que la France a tiré les leçons des attentats du 13 novembre? Est-ce que pour vous craignez une nouvelle attaque aussi coordonnée, puisque le 13 novembre, c'est un peu comme Madrid le 11 mars 2004, ou évidemment New York et Washington le 11 septembre 2001, une attaque coordonnée par beaucoup de personnes, avec un très gros groupe très bien organisé, ou est-ce que pour vous maintenant c'est tellement surveillé qu'on ne le risque plus? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et pour vous, 8 ans après le 13 novembre, la menace du terrorisme islamiste progresse pour 82%, recule pour 10% et stagne pour 8%. Et notre expert du jour pour en parler, Pierre Conessa, qui est haut fonctionnaire et auteur des états des lieux du salafisme en France et du séparatisme au terrorisme aux éditions de l'Aude. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et Philippe Bilger, vous l'avez entendu en début d'émission, est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe. Bonsoir, ma chère Cécile, mon cher Philippe. Bienvenue en tout cas dans cette émission. Jean-Michel Fauvergue est avec nous aujourd'hui, ancien patron du RAID et ancien député, auteur de ce livre Les Hommes en Noir, publié chez Plomb. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Ça va? Jean-Michel F. Oui. F comme Fauvergue. Oui, enfin bon, il n'y avait pas de blague. Je sais pas, ils vous regardent bizarrement. Ne me regardez pas comme ça, il n'y avait pas de Mais blague. je le comprends d'ailleurs. Non, mais si vous me l'expliquez, je vais rire. Non, pas du tout. C'est pas. Tom C comme Conan. C'est Bonjour. ça. Bonsoir à tous. Et ce n'est pas un barbare. Non, absolument pas. Et auteur aussi, mais combien? Il y a beaucoup d'auteurs ce soir de Pollution publiée chez Albin Michel. Oui, on l'a. Ouais. Mais c'est bien de le montrer. Jean-Michel me soutient en public, je suis honoré. Absolument. Ah oui. Et pour l'instant, il en est à la préface. Non, mais j'ai pas commencé. Voilà. Mais je lui ai fait signer et je vais le lire. Et Ah, Ce d'accord. sont des grands auteurs, certains ne font que des essais. on peut pas s'en passer. Et dans un instant, notre auditeur vraie voix du jour. Bonsoir Jean-François de Valence. Bonsoir. Oui, bonsoir. Jean-François, dans quelques instants, vous allez nous parler de quoi?
La notion d'humanité manque-t-elle de clarté? On en parle C'est ça mon sujet. Vous restez avec nous dans un instant en attendant ce répondeur sur lequel vous laissez de nombreux messages au 0826 300 300. Écoutez. Oui, bonjour, c'est Valérie de Garches. Je voulais faire un commentaire sur la manifestation du dimanche 12 novembre, savoir si c'est un succès ou pas un succès. Au regard des manifestations qui avaient eu lieu, notamment précédemment pro-palestiniennes, qui regroupaient 15 000 personnes, on peut dire que cette manifestation qui a regroupé presque 200 000 personnes en France a été un très très grand succès, notamment pour réaffirmer les valeurs de la République et pour dire non à l'antisémitisme. Bonne journée, au revoir. Succès ou échec, Philippe? On en parlera tout à l'heure, si vous le permettez, puisque c'est un peu un point de vue que je vais développer. Oui, absolument. D'accord. Tom et Jean-Michel. Succès ou échec? Il me semble que c'est plutôt un succès. Après, c'est vrai qu'on pourrait... On développera tout à l'heure. Voilà, on pourrait espérer qu'il y ait une marche pour la paix plus générale encore, peut-être bientôt à l'avenir. Jean-Michel Fauvergue. Succès avec quelques bémols concernant les participants. Vous restez avec nous, 0826 300 300, notre auditeur du jour, Jean-François de Valence. Bonsoir Jean-François. Rebonsoir. Oui, bonsoir à vous. Merci. Votre coup de gueule, Jean-François? Comment appelle-t-on le fait d'enfermer, de priver toute une population de liberté? Comment appelle-t-on le fait de la priver aussi de nourriture, de boissons? Comment appelle-t-on le fait de la priver de soins, d'accès aux médicaments? Comment appelle-t-on le fait d'empêcher des femmes d'accoucher dans des conditions sanitaires correctes? Enfin bref. Il me semble que, moi au collège, j'avais appris qu'il y avait une notion depuis la Seconde Guerre mondiale qui s'appelait le crime contre l'humanité. J'ai l'impression qu'on l'a perdu, c'est tout. Voilà, c'est sur le conflit israélo-palestinien, j'imagine. Je suis vraiment dans un état de désespoir complet sur notre humanité. Aujourd'hui, une population se meurt. On est au courant. En 1945, on l'a appris, on était consternés. Enfin, j'étais pas là, moi, pour le savoir, mais il semblerait qu'on ait été consternés d'apprendre ce qu'on ne pensait pas imaginable. Et là, on le voit sous nos yeux, une population complète se fait exterminer. Bon, voilà. Mais pas sous les bombes, simplement, on lui prive aussi de nourriture. Vous voulez parler de Gaza, c'est ça? De Gaza. Il me semble qu'en ce moment, je parle de Gaza. Ouais. D'accord, ok. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est devenu totalement inaudible, alors que cette notion de... c'est bien de le dire, Jean-François, parce qu'il y a quand même d'autres conflits, on l'a vu au Soudan, donc c'est pour ça qu'il fallait être... Voilà. Mais carrément, et le crime contre l'humanité, malheureusement, est reproductible. On l'a vu au Soudan, au Yémen, en Afghanistan, au Karabakh, il y a malheureusement, la liste... Philippe Bilger, un mot? Je trouve que Jean-François profère quelque chose de fondamental. C'est de moins en moins inaudible, et récemment, le président de la République, sur un mode mineur, a rappelé que, il n'était pas nécessaire de porter préjudice à des civils, à des enfants. Il l'a dit clairement. Et donc, d'une certaine manière, Jean-François a raison. Allez, j'aurais bien voulu vous faire réagir, Tom, comme on a passé le temps. Non, je vais juste dire qu'en fait, aujourd'hui, effectivement, je pense que les informations au sujet de ce qui se passe sur la population civile de Gaza, elles circulent. Et même hier, par exemple, dans les 20h des grandes émissions de télévision, les informations circulent, les gens sont au courant et c'est bien. Allez, vous restez avec nous dans quelques instants, les 3 mots dans l'actu, avec Félix Mathieu, le retour de Félix, et puis le réquisitoire du procureur. On parle de quoi avec vous, Félix ? On parle d'une phrase de Nietzsche prononcée en 1888 et qui disait « Ce n'est pas le doute, mais la certitude qui rend fou ». Et je voudrais appliquer ça au monde politique d'aujourd'hui. On en parle dans quelques instants. On fait une petite pause. Ce numéro qui est le vôtre avec Aude au 0826 300 300 vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h. C'est les Vraies Voix Sud Radio. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus.
Philippe David, mon petit doigt me dit que dans les vraies voix aujourd'hui, en tout cas, beaucoup de bons interlocuteurs, ça devrait faire une bonne émission. Oh, ça devrait. Ça devrait. Avec Philippe Vous Bilger pourriez aujourd'hui. participer à l'émission d'Alexandre Delovan sur la voyance. Hein. Oui. Vous avez des dons. Bah oui, vous avez raison. Tant que vous me le dites. Jean-Michel Fauvergue est avec nous, ancien patron du RAID et ancien député, auteur de ce livre Les Hommes en Noir, publié chez Plomb, Tom Conan autour de Pollution, publié chez Albin Michel, et quelqu'un qui devrait publier plus souvent, Philippe Bilger. Philippe, quand est-ce que vous écrivez un il n'y a plus livre? d'inspiration, ma chère Mais Cécile. parlez de nous. Et je la défends, mais je vais peut-être le faire. Oui, mais alors, je risque la censure. Ouais, c'est sûr. Ça promet. Vous savez, en littérature, on peut dire ce qu'on veut, peut-être. En tout cas, Ouais. peut-être. Maintenant, avec le mouvement woke. Oh là là, on ne sait plus. Tu vas être cancel avant même de l'avoir écrit. Absolument. Les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Dans quelques instants, on parle de quoi avec vous, Félix? D'Emmanuel Macron qui réclame un effort de pédagogie aux représentants des cultes à l'Elysée. 1 minute de silence à l'ONU pour les humanitaires onusiens morts en mission. Et puis, les boîtes en bois des camemberts ou du Mont d'Or vont-elles être bientôt interdites? C'est dans les cartons, mais tout le monde n'est pas d'accord, à commencer par les fromagers. Et en 3 mots, ça veut dire quoi? Pédagogie, minute et boîte. On en parle dans un instant. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et vous voulez requérir sur une phrase du philosophe Nietzsche, non c'est Nietzsche pardon, qui disait « Ce n'est pas le doute mais la certitude qui rend fou ». Pardon, mon cher Philippe, et je m'adresse à vous spécialement d'imposer une brutale élévation du niveau intellectuel dans cette émission. Non, je vous explique, Nietzsche, c'est Laurent Gérard quand il imite quelqu'un Mais de Nietzsche. plus sérieusement, Nietzsche est un génie qui, en 1888, dans Ecce Homo, a dit « Ce n'est pas le doute, mais la certitude qui rend fou ». Alors, par rapport au monde politique d'aujourd'hui, on peut considérer que c'est faux, parce qu'évidemment un monde politique, même tolérant, ne peut pas vivre, penser, respirer sans quelques certitudes fondamentales. Mais on a le droit de rêver, et je me demande si nous avions des personnalités suffisamment intelligentes dans le monde politique pour accepter parfois au moins l'importance du doute. Eh bien, je crois que notre démocratie s'en porterait mieux. Est-ce que finalement, c'est pas ça le problème? On dit souvent que les hauts fonctionnaires français et les hauts fonctionnaires trustent les places en politique, ne savent pas douter. Jean-Michel Fauvergue, vous qui avez été député. Moi, je crois plutôt que les fonctionnaires, je crois que surtout que c'est l'administration qui n'a aucun doute. C'est les hauts fonctionnaires de l'administration. C'est cette machine. Non, mais il crée à eux tous une espèce de machine infernale qui fait que ils ont des certitudes absolues sur tout. Et cette machine-là a des certitudes absolues sur tout. Le doute est important et on doit l'avoir à tous les niveaux. Et moi, dans le cadre des diverses fonctions que j'ai occupées, partout, si vous n'avez pas le doute pour vous questionner à un certain moment, vous allez dans le mur, vous allez droit dans le mur. Y compris en politique, puisque j'ai été pendant 5 ans député, vous êtes sans cesse en train de vous poser des questions. Si vous posez pas de questions, vous êtes mort, c'est fini, c'est foutu. C'est plus possible. Et je suis d'accord donc avec le procureur dans ce domaine-là et avec Nietzsche. C'est vrai que cette citation est très juste et moi c'est la raison pour laquelle j'écris pas d'essais mais des romans, parce que l'essai dans la forme justement suppose un engagement total, une conviction absolue pour défendre une idée plutôt qu'une autre, alors que justement le roman permet à travers des personnages des détours et d'avoir une pensée beaucoup moins binaire, beaucoup moins manichéenne. Allez, tout de suite les 3 mots dans l'actu et c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et pourquoi je l'ai dit en chantant? Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir, Félix. Bonsoir tout le monde. Et les 3 mots du jour, pédagogie, minute et boîte. Emmanuel Macron réclame un effort de pédagogie aux représentants des cultes. Il les recevait ce midi après la manifestation d'hier contre l'antisémitisme. 1 minute de silence à l'ONU pour ces 101 travailleurs morts à Gaza. Les Nations Unies menacent de cesser leurs opérations humanitaires sous 48 heures, faute de carburant pour travailler. Et puis les boîtes en bois du Camembert et du Mont d'Or vont-elles être interdites, remplacées par des boîtes en plastique? Un texte européen l'envisage, impensable pour les fromagers concernés. Les vraies voix Sud Radio. Les représentants des cultes reçus à l'Elysée au lendemain des manifestations contre l'antisémitisme, Emmanuel Macron les a appelés à un effort de pédagogie. Message reçu, explique à la sortie dans l'ordre les représentants des cultes protestants, juifs et musulmans.
En fait, il nous a demandé d'accompagner un travail en tant que culte qui se tiennent ensemble pour expliquer cet esprit universaliste à tous les jeunes afin d'éviter une concurrence victimaire. Il y avait des musulmans dans la marche et grâce à Dieu, personne n'avait à montrer un certificat de baptême ou de circoncision pour participer à cette marche. C'est quand même incroyable qu'on arrive à faire des débats sur tout parce qu'on n'a pas commencé à compter des blonds, des roux, des bruns, des chauves. À un moment, il y avait une marche qui avait une dignité incroyable. L'islam et les musulmans ne peuvent pas être antisémites. L'antisémitisme ne passera pas par les mosquées de France. Moi, j'aurais souhaité simplement, il aurait fallu faire une lutte contre le racisme. Mais de tout cœur, nous étions dans cette manifestation, on n'a pas cherché à la remettre en cause ou quoi que ce soit, on a simplement donné notre avis. Dans l'ordre, Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France, Haïm Korsia, grand rabbin de France, et Shamseddin Nafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Deuxième mot, une minute de silence à l'ONU pour ses collaborateurs morts à Gaza. Les bureaux des Nations Unies se sont arrêtés aujourd'hui, drapeaux bleus et blancs mis en berne en hommage aux travailleurs humanitaires morts en mission. Hommage ici rendu par Tatiana Valovaya, la directrice générale de l'ONU à Genève. Over the last month, 101 of our colleagues have lost their lives in Gaza. Au cours des derniers mois, 101 de nos collègues ont perdu la vie à Gaza. Il s'agit du plus grand nombre de travailleurs humanitaires tués dans l'histoire de notre organisation en si peu de temps. Et nous sommes réunis ici aujourd'hui, unis dans ce lieu très symbolique, pour rendre hommage à nos courageux collègues qui ont sacrifié leur vie alors qu'ils servaient sous le drapeau des Nations Unies. L'ONU qui menace de cesser ses opérations humanitaires sous 48 heures à Gaza, faute de carburant dans l'enclave pour y circuler. Les hôpitaux au milieu des combats et des débris sont désormais hors d'usage au nord de l'enclave selon le Hamas. Israël lui renvoie la responsabilité de cette situation en reprochant au mouvement islamiste d'avoir installé ses infrastructures dans les tunnels sous l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza. Un mot rapide, Philippe Bilger. Franchement, je ne voudrais pas rajouter à ce qui vient d'être dit, Félix. Un mot. Ouais, moi, je me pose la question de savoir quand l'ONU dit qu'elle menace de cesser son action, qui réagit face à ça, quoi. Est-ce que qui va prendre la suite surtout. Voilà. Moi, j'ai vu des images comme peut-être beaucoup de gens hier. Je pense que justement dans Gaza, dans le nord de Gaza, de personnes qui fuyaient effectivement cette zone, puisqu'effectivement le gouvernement israélien a précisé qu'il fallait qu'ils rejoignent la partie sud et qui devait longer les murs en se faisant en évitant les balles, etc., avec des enfants, des vieillards qui pouvaient être touchés. C'était vraiment absolument terrible. Hein. Troisième mot. Boîte. La Commission européenne envisage de faire interdire les emballages en bois pour les fromages. Oui, c'est dans les cartons, si j'ose dire. Les boîtes en bois. Les boîtes en bois, oui, c'est les interdire. Alors c'est une idée qui émane de la Commission européenne. En tout cas, les industriels européens réclament une harmonisation des emballages dans toute l'Union. La Commission envisage de faire interdire ces boîtes en bois, faute de filière de recyclage adaptée. Elles seraient remplacées, ces boîtes, par du plastique. Alors forcément, comme l'aurait dit le prince Charles dans les années 90, à propos de la pasteurisation des fromages au lait cru. What will become of the camembert vacherin? Eh oui, que vont devenir les camemberts, les vacherins. Le Parlement européen n'a encore rien voté, c'est donc loin d'être transposé en France, mais l'idée même en fait frémir beaucoup. Je vous ai pas encore parlé du Mont d'Or. Eh ben justement, nous sommes en ligne avec le président de l'AOP Mont d'Or. Bonsoir Éric Février. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez imaginer, vous, le Mont d'Or sans la boîte en bois? Ah non, pas un seul instant, non. Absolument pas. C'est-à-dire c'est plus qu'un emballage? Ah, c'est plus qu'un emballage, oui. En fait, le Mont d'Or, donc c'est une AOP qui est inscrite, qui est reconnue depuis 1981 au niveau français, 1996 au niveau européen. Et donc le cahier des charges stipule bien la provenance de la boîte et surtout sa nature. Et donc le fromage est emboîté au 13e jour et il finit son affinage dans la boîte. C'est-à-dire que la boîte est indissociable du fromage, quoi. Elle amène un goût au fromage, elle amène la fin de son affinage, donc au niveau, elle joue aussi sur la texture. C'est pour nous, c'est inconcevable. Éric Février de l'AOP Mont d'Or, vous espérez donc une exception si ça rentre en vigueur. Et on est prêt à vous défendre, ça, sachez-le bien. Oui, ça, pour défendre le fromage, moi je suis le premier servi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Éric Février, mais président de l'AOP Mont d'Or. Comment peut-on se passer de boîtes en bois pour les remplacer par des boîtes en plastique? C'est la question. Surtout pour faire au four, ça va être compliqué. C'est pour ça que certains aiment la langue de bois. Ouais. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Plus de 100
200 000 manifestations, en tout cas 180 000 se sont rendus à la grande marche contre l'antisémitisme hier à Paris. Ils étaient des dizaines et des dizaines de millions un peu partout en France aussi. On va revenir sur cette question. Y a-t-il une prise de conscience sur la montée de l'antisémitisme en France? Pour l'instant, vous dites oui à un petit 60%. Salomon Malka est avec nous, journaliste et écrivain. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Bonsoir. Ancien directeur de la revue L'Arche et collaborateur du Figaro Vox, forcément. Peut-on parler d'échec, comme le dit Jean-Luc Mélenchon? Non, je crois que Jean-Luc Mélenchon ment. Et il ment de manière éhontée, parce que on était au moins 105 000 personnes à Paris pour vérifier que ce qu'il dit est faux. On en parle dans un instant. 0826 300 300, vous voulez commenter cette actualité, vous êtes les bienvenus jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Au micro des vraies voix avec Philippe David, aujourd'hui des artistes, des vrais artistes. Ah oui. Non, les artistes, ils écrivent des livres, ils réfléchissent. Ah bah oui, si tous. Philippe Bilger, il écrit des livres. Voilà. Jean-Michel Fauvergue, il écrit des livres, en l'occurrence auteur de Des Hommes en Noir, publié chez Plomb. Ancien patron du RAID et ancien député, ce qui est étonnant pour un ancien flic d'écrire des livres. Oui. Non, ça va, c'est plaisant. Oui, c'est fielleux comme propos. C'est étonnant, c'est pas la première fois Amis policiers qui nous écoutaient, c'était de l'humour, ne vous inquiétez pas. Oui, blague. Tom Conan, auteur de Pollution, publié chez Albin Michel. Et vous, au 0826 300 300, bien entendu, jusqu'à 19h. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Aujourd'hui, nous avons montré la plus belle image de la France, tous ensemble, quels que soient nos partis politiques. De très nombreux citoyens se sont mobilisés pour répondre à l'appel qui a été lancé. La place du président de la République, c'était là. C'est une occasion manquée. Aujourd'hui, l'antisémitisme a changé de camp. Éric Zemmour, qui n'a pas arrêté de critiquer ceux qui étaient en tête de cortège parce que ceux-là ont fait venir des immigrés. Au lieu de faire de cette manifestation une lutte contre l'antisémitisme, il aurait fallu faire une lutte contre le racisme. Nous voulons dire à nos concitoyens de religion juive que nous sommes à leur côté, que nous sommes mobilisés, que nous ne laisserons rien passer. Et c'est une marche civique contre l'antisémitisme qui a rassemblé hier 182 000 manifestants à Paris ce dimanche, avec un cortège aussi dans à peu près 70 villes en France à l'appel de Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher, alors que les actes antisémites sont en hausse en France depuis les attaques du 7 octobre dernier. Des membres du gouvernement, du RN, des LR, de Europe Écologie Les Verts ont défilé, tandis que le parti LFI n'a pas souhaité s'y rendre, Philippe. Et est-ce que pour vous, 182 000 personnes pour toute la France, c'est suffisant, ou est-ce que ça aurait dû être beaucoup plus? Est-ce qu'on peut parler d'union nationale, un concept qu'on aime bien en France? Est-ce que c'est une manifestation historique comme restera celle de Charlie? Pensez-vous que cette marche montre une prise de conscience sur la montée de l'antisémitisme en France? Eh bien, vous dites non à 55% sur Twitter. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Salomon Malka. Bonsoir, cher monsieur, merci d'être avec nous, journaliste et écrivain. Bonsoir. Ancien directeur de la revue L'Arche et collaborateur au Figaro Vox. Avant de revenir vers vous, Philippe Bilger, le tour de table de nos auditorialistes. Est-ce que finalement il y a une prise de conscience selon vous, Philippe Bilger? Alors, à mon avis, la prise de conscience de la part d'une large majorité était faite depuis longtemps, et évidemment l'angoisse de ces dernières semaines a amplifié l'inquiétude civique. Mais j'avais dit à Salomon Malka, avant qu'on se retrouve ici, que j'allais être impitoyable avec lui parce que les vraies voix sont très rigoureuses, mais je suis obligé d'être d'accord avec lui. Mais je n'aurais pas l'attitude, comment dirais-je, un peu sadique d'un Mélenchon qui prétend que ce n'était pas un succès, et même pire, il dit que c'est un échec. Franchement, j'espérais que 182 000 personnes sur toute la France seraient davantage. Mais mon erreur, probablement, d'abord, il y a une politisation, il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas venus, aussi bien à cause du RN que de la gauche. Et deuxième élément, il me semble qu'on a considéré que c'était un succès parce qu'on a comparé cette manifestation par rapport à la précédente
marche contre l'antisémitisme qui datait de 1990. Et de fait, alors, elle a été bien plus réussie que celle dont on parlait. Jean-Michel Fauvergue, Philippe Bilger parlait de... Est-ce qu'on peut parler de peur aussi? Certaines personnes qui ne sont pas venues parce qu'elles ont peur. Bien évidemment qu'on peut parler de peur. Vous savez, avant cette manifestation, et encore maintenant d'ailleurs, là, on ne parlait que des actes antisémites qui ont d'ailleurs augmenté. Et ils n'ont pas augmenté depuis le 7 octobre, hein, les actes antisémites. Ils ont bien augmenté bien avant. On est dans une espèce de... Enfin, là, il y a eu une accélération depuis le 7 octobre. Oui, bien évidemment qu'il y a eu une accélération. Mais ils augmentaient avant et ça s'est accéléré. On est dans une espèce d'antisémitisme d'ambiance et on banalise ça. Et cette manifestation, à mon avis, a servi à ça, à mettre un coup d'arrêt. Ne pas parler que des actes antisémites, mais parler de la lutte contre l'antisémitisme. Et ça, c'est quelque chose d'important. Cette manif est un succès pour ça. Et alors aujourd'hui, il y a tous les gens qui sont allés à la manif, mais il y a plein de gens qui n'y sont pas allés et qui sont d'accord avec ces idées-là. Donc oui, c'est un succès, bien sûr. Moi, je pense que les gens se sont posé trop de questions en réalité. À mon avis, beaucoup plus de personnes évidemment adhéraient, j'ose espérer, je le sais, à cette marche et à cette revendication-là, dans un contexte effectivement de montée de l'antisémitisme absolument notoire et effrayant. Néanmoins, effectivement, les gens se sont posés trop de questions, se sont dit voilà, l'extrême droite va récupérer, donc on va pas y aller, même si des gens comme Sandrine Rousseau, effectivement, on en discutait tout à l'heure en off, a pris position de manière assez claire, par exemple, on ne citait qu'elle, et d'autres ont considéré que aller à cette marche, ça serait par exemple, je sais pas, soutenir ce qui peut se passer à Gaza, ce qui n'a évidemment rien à voir. On peut parfaitement être contre l'antisémitisme de manière catégorique et critiquer évidemment et dénoncer le traitement du sort des civils à Gaza, etc. Donc voilà, tout ça en fait a fait un peu une grande salade composée. Les gens se sont pas retrouvés dans un message clair. C'est ça qui est regrettable à mon avis. Salomon Malka, votre réaction comme juge de paix des Vraies Voix? Comme juge de paix, oui, 105 000, c'est le chiffre qui a été donné par la préfecture, c'est Paris, et 186 000 en France. Je me suis toujours demandé, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Michel Fauvergue, comment on procédait, on compte les pieds, on divise par deux. C'est comme ça que font les policiers. Oui, ça c'est la donc les technique. policiers savent faire une division. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Écrire des livres, ça Moi, j'ai eu l'impression, qu'on était beaucoup plus. Oui. Quand je suis arrivé au Sénat, qui était l'aboutissement de la manifestation, on me disait, j'écoutais à la radio, on disait que les gens qui arrivaient aux Invalides n'avaient pas encore quitté les Invalides. Donc j'ai eu l'impression véritablement d'une marée humaine. Alors en général, d'ailleurs, on donne les chiffres de la préfecture et les chiffres des organisateurs. Là, on est dans les chiffres de la préfecture, mais je donne simplement mon impression. Et ce qui est sûr, en tout cas, c'est que, et en cela c'est une réussite, c'est que c'était une manifestation calme, c'était une manifestation digne, c'était une manifestation utile, salutaire même à certains égards, parce que ça donnait l'impression que véritablement il y avait une prise de conscience de ce tsunami, comme dit le président du CRIF, d'actes antisémites, parce que il y a 1050 actes antisémites en un mois, ce qui est considérable. C'était une manifestation digne, c'était une manifestation sans slogan. Il n'y avait pas de slogan. Il y avait des hommes et des femmes, plus de jeunes qu'on ne l'a dit. Beaucoup de gens se sont exprimés dans le sens en disant qu'il n'y avait pas suffisamment de jeunes. Moi, j'ai vu pas mal de jeunes, j'ai vu des familles. C'était pas des manifestants habituels, je veux dire, c'était pas des professionnels de la manifestation, c'était des gens comme vous et moi, nos voisins, nos amis, et vous disiez, il y a des gens qui ont pris conscience des choses en même temps, et là j'ai une lettre de Suzanne Julliard. Vous avez dû recevoir souvent Jacques Julliard ici. Oui. Et sa femme m'envoie une lettre vraiment déchirante où elle me dit je connaissais assez Jacques Julliard, et nos idées sur ce point étaient en parfait accord pour vous dire
qu'il aurait manifesté son soutien à Israël et son horreur devant le pogrom perpétré par le Hamas. Donc il y a des gens, ça a servi quand même de prise de conscience à un certain nombre de gens. Jean-Michel Fauvergue voulait réagir. Attention, c'est pas une manifestation de soutien à Israël, c'est une manifestation d'antisémitisme en France, telle que et les gens l'ont ressenti plutôt comme ça aussi. Non, moi je voulais dire, c'est un succès. À quelques, mais il y a quand même effectivement, certains ont dit ça manquait de jeunes, et d'autres ont dit ça manquait de diversité. Et quand j'entends la parole que j'ai entendue tout à l'heure en disant oui, on aurait mieux fait de faire une manifestation antiraciste. C'est le recteur de la mosquée. Eh bien non, arrêtons avec ça. Arrêtons de dire on y serait allé si ça avait été autre chose. En fait, non. L'antisémitisme, c'est une pierre angulaire. Il faut y aller, bien sûr, évidemment. Je confirme. Hier, il y avait pratiquement pas de diversité à Paris, et j'ai un ami qui était à Toulouse qui m'a envoyé un texto qu'il n'y avait pas de diversité à Toulouse. Comment expliquez-vous ça, Salomon Malka? Rapidement, on donne la parole à Philippe Bilger. Alors c'est difficile de savoir exactement. Il y avait quand même des associations. Par exemple, moi je me suis trouvé à côté d'une association kabyle qui tenait un drapeau. Je savais pas. Le drapeau kabyle, on l'a vu. Voilà, je demandais ce que c'est. On m'a dit c'est un drapeau de la Kabylie. Et c'était la première fois qu'ils manifestaient. Et ils étaient là. Il y a eu probablement Chalgoumi qui est de toute cet imam de Drancy qui est de toutes les manifestations. Il a été empêché d'y aller. A été empêché d'y aller. On a posé une fatwa contre lui. Oui, c'est ça. Il n'a pas pu y aller. Salomon. En toute bonne foi, vous admettez que peut-être on attendait plus que ce succès, une sorte de raz-de-marée contre ce poison absolu. Est-ce que vous ne croyez pas que la politisation contradictoire en amont a découragé et dissuadé beaucoup de gens d'y assister? Je ne crois pas vraiment. Je pense, si vous voulez, le fond de ma pensée, je pense que tous les partis politiques auraient dû s'élever au-dessus du lot. Quand Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher lancent leur appel, ils ne lancent pas l'appel à des partis politiques. Mais à des citoyens. Ils lancent l'appel aux citoyens. Et les citoyens auraient pu s'abstraire de toute considération politique pour dire je suis là. Et même, pardonnez-moi, même le président de la République aurait dû. C'est dommage, c'est regrettable qu'il n'ait pas été là. Ça aurait donné plus de force encore à cette prise de conscience et au message qui était effectivement le message de la République. On va prendre Jean-François Valence au téléphone juste avant, mais est-ce qu'il fallait que les politiques arborent finalement leurs écharpes tricolores? Est-ce que là on n'est pas dans un... Est-ce qu'ils n'auraient pas dû venir en tant que citoyens aussi? Oui, peut-être que ça aurait eu plus de force, mais enfin, en dehors de la première ligne qui était effectivement composée de la présidente du Parlement, le président du Sénat, il y avait quand même des anciens présidents, Nicolas Sarkozy, François Hollande. En dehors de ça, tout le reste de la manifestation était totalement une manifestation républicaine qui ne cherchait pas à rameuter la politique. Allez, 0826 300 300 en direction Valence avec Jean-François. Rebonsoir Jean-François. Rebonsoir Jean-François. Oui, bonsoir à vous. Rebonsoir. Est-ce que vous avez manifesté, Jean-François? Non, je n'ai pas manifesté parce que je trouve que globalement, si vous voulez, dans les délires identitaires, parce qu'à mon avis, l'antisémitisme est un délire identitaire, dans les délires identitaires, il y a une réponse qui n'est trop souvent que identitaire, et je trouve qu'on perd un peu les valeurs de l'universalisme humaniste, et moi ça me manque beaucoup, et pour le coup ça me gêne beaucoup en ce moment, parce que critiquer Israël c'est être antisémite, critiquer l'islam c'est être anti-musulman, c'est islamophobe. Critiquer islamophobe, critiquer le catholicisme, ben voilà,
c'est pas possible, on est raciste anti-blanc, etc. Enfin bref, on est dans un délire où juste moi je suis agriculteur. Et ben, c'est pas parce que je suis agriculteur que j'ai pas le droit d'être bête, et c'est pas parce qu'un Israélien a pas le droit, est israélien ou juif qu'il a pas le droit d'être bête. C'est pas parce qu'un musulman est musulman qu'il a pas le droit d'être bête et qu'on a pas le droit de le dire. Et moi je trouve qu'on a un peu une chape de plomb, et ça m'énerve, une chape de plomb sur la parole. La parole n'est pas libre du tout, et en fait je pense par exemple que le débat autour de pour le coup de la politique d'Israël est beaucoup plus ouvert en Israël même que en France. Je pense que chez nous, il y a une chape de plomb autour de l'antisémitisme qui devient presque, et comme l'islamophobie, ça devient des thèmes qui empêchent l'interlocuteur de s'exprimer, et je trouve ça insupportable. On a trop souvent des réponses identitaires à un délire identitaire, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me navre. Tom Conan veut réagir. Là où je rejoins Jean-François, effectivement, c'est sur le fait que la nation doit pas être une addition de communautés. Ensuite, c'est pas effectivement la tradition française par ailleurs. En effet, on aurait envie, et moi d'ailleurs, je le ferais volontiers, d'aller à toutes les manifestations, à la fois pour la paix, contre ce qui se passe à Gaza, contre l'antisémitisme également, contre l'islamophobie, ce que vous voulez. Mais effectivement, c'est difficile après, effectivement, de morceler la société française en autant de communautés ou d'intérêts ou d'identités. Il faudrait aujourd'hui massivement une manifestation pour la paix, effectivement, à la fois qui dénonce l'horreur du pogrom qui a eu lieu il y a quelques semaines, et en même temps ce qui se passe à Gaza actuellement avec un gouvernement israélien qui est très fortement contesté. Voilà, donc c'est tout cela. Effectivement, il faudrait se hisser au-delà, en effet, de ces intérêts particuliers. Jean-Michel Fauvergue, un mot ? Oui, moi je voulais dire que il a raison, Jean-François, de parler d'universalisme, mais l'universalisme c'est construit dans notre société au fur et à mesure, et en particulier en combattant toutes les inégalités et toutes les agressions. Et l'antisémitisme est une agression, c'est condamné pénalement. Le racisme est condamné pénalement. Il y a un certain nombre de choses qui sont condamnées pénalement. Et la manifestation de dimanche était là pour rappeler ça, c'est-à-dire que il y a eu des actes antiracistes qui ont été faits. C'est à la fois antisémite, pardon. C'est à la fois un délit pénal, et c'est à la fois un délit contre cet universalisme et contre l'homme et la femme d'une manière générale. Le mot de la fin, je peux rassurer totalement Jean-François. Dans la manifestation, il n'y avait pas de drapeau israélien. Il n'y avait pas de un peut-être. J'en ai vu un qui était 2 mètres derrière moi, donc lui je l'ai vu. Il y en avait un. D'accord, mais disons que c'est pas ce qui frappait le plus. Ce qui frappait le plus, c'était la dimension véritablement républicaine. Bien sûr, cher Jean-François, que n'importe qui peut, nous tous pouvons critiquer le gouvernement israélien, sa politique qui n'est pas au-dessus de tout soupçon, et c'est tout à fait normal de pouvoir le faire. Cette critique doit s'arrêter aux limites qui font que on ne peut pas remettre, Israël ne peut pas être le seul pays au monde à se voir remettre en cause son existence même. Et là, doit s'arrêter la critique. Merci beaucoup de Salomon Malka d'avoir été avec nous, journaliste et écrivain et ancien directeur de la revue L'Arche et collaborateur du Figaro Vox. Jean-François, vous restez avec nous dans un instant. Vous allez devoir vous opposer à Philippe Bilger, à Tom Conan et à Jean-Michel Fauvergue. Et même Salomon, si vous voulez. Salomon, s'il veut rester. Encore un concurrent. Allez, à tout de suite. Bienvenue à tous. Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue dans les Vragois. Il est étonnant. Il y a beaucoup d'imitations en antenne, voilà. C'est-à-dire que si ça marche, ça tourne pas rond. Philippe David, on le mettra sur scène. Avec nous, en tout cas, Philippe Bilger est avec nous, Jean-Michel Fauvergue, Tom Conan, et vous au 0826 300 300, et Jean-François surtout qui nous appelle de Valence. Et Jean-François, vous connaissez le principe, vous êtes seul face aux autres, et vous donnez la bonne voix, vous donnez une réponse. Si ça n'est pas la bonne, c'est les autres qui s'y collent. Allez, tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors, une explication brève à Salomon Malka, c'est pas comme dans Rabbi Jacob, quand on vous pose une question, vous ne répondez pas par une question. D'accord ? C'est ça. Allez, bienvenue dans le qui c'est qui l'a dit, Philippe. Première question, attention, c'est une qui c'est qui l'a dit. Jean-Luc Mélenchon est une impasse, une imposture morale. Qui a dit ça ?
Jean-François, un maire d'une grande ville française. On vous met sur la... C'est le maire du Havre. Non. Isnard. Non. Un maire de gauche. Maire de gauche. Non, de gauche. Maire de Montpellier, non. Oui, bonne réponse de Philippe Bilger. Il n'a pas dit non. Oui, bah oui, il n'a pas dit Delafosse. Il n'a pas non, dit mais je n'ai pas voulu vous blesser. Première tricherie. Jean-Michel, laissez-moi faire une réunion avec moi-même. C'est pour Philippe Bilger. Bravo. C'est comme ça. Qu'est-ce que je vous dis? Allez, deuxième question. Soit contesté. Jean-François, qui c'est qui l'a dit? Jean-Luc Mélenchon n'a plus de mandat, il n'a qu'un compte Twitter. Attendez. L'auditeur d'abord. Jean-François Fabien Roussel. Pas du tout. Non. Yael Braun-Pivet. Bonne réponse de Salomon Malka. Bonne réponse. Qui c'est qui l'a dit? Au sujet de l'absence de Emmanuel Macron à la marche contre l'antisémitisme, je regrette l'absence du président de la République. Il a probablement raté un rendez-vous avec l'histoire. Jean-François. C'est pas moi qui l'ai dit en tout cas. Ah, c'est pas Ciotti. Non, c'est Retailleau. C'est Ciotti. Non, j'ai dit Ciotti, mais apparemment c'est pas Ciotti. C'est pas Éric Ciotti. Non, c'est pas Ciotti. Rendez-vous avec à droite. Le Pen. Là. Zemmour. Trop tard, le bip avait sonné. Oui, mais bon, Philippe Bilger. Philippe Bilger, point. Lui, il marque après le coup de sifflet final, c'est s'il est tellement... Mais non, mais écoutez, C'est le prochain arbitre pour l'équipe de France de rugby. Il y a des magouilles par là. C'est Benoît, notre réalisateur, qui a appuyé Qui trop l'a dit, tiens, sur la loi immigration. Ce projet de loi est une main tendue aux débats les plus rances. Nous allons avoir des paroles racistes, discriminantes à l'intérieur même de l'hémicycle. Manuel Bompard. Non. Éric Coquerel. Non. Fort. Non. Autain. Non, c'est une femme. C'est une femme. Rousseau. Bonne réponse, qui a dit Rousseau. Il l'a dit plus tôt. C'est exact, je ne discute pas. J'étais pas loin. Qui c'est qui l'a dit? Écoutez bien, Jean-François. LFI n'est pas la gauche. C'est un extrémiste qui se fonde sur un mépris des Français. C'est un ancien Premier ministre. Nicolas Sarkozy. Non, Jean-François. Je donne ma langue au chat, mais c'est un gars. Bonne réponse, Bernard Cazeneuve. Bonne réponse de Jean-Michel Fauvergue. Moi, c'est incontestable, ma réponse. Hein. Ouais, oui. On vous la donne parce qu'on est sympa. On vous la donne parce qu'on est sympa. Bravo, qui c'est qui l'a dit au sujet de Mélenchon? Il est un ennemi de ce pays. Jean-François. Maire d'une grande ville également, mais un peu moins grande que Montpellier. Pas trop vite. Et pas loin de Montpellier. Jean-François. Oui. Bonne réponse de Jean-François. Robert Ménard, maire de Béziers. Attention, qui c'est qui l'a dit sur la manifestation d'hier? Le monde est présent aujourd'hui. C'est la réponse à tous ceux qui ont fait le choix de ne pas être présents. Jean-François. Sylvain Maillard. Non. Ciotti encore. Gérard Larcher. Borne. Quelqu'un de gauche. C'est un patron de parti. Pas son parti à gauche. Non. C'est un homme. Oui. Il aime la viande. Jadot. Ah non. Bonne réponse, Philippe Bilger a été un poil plus rapide. Bravo. Allez, qui sont les gagnants, Philippe? Eh bien, le gagnant est Philippe Bilger avec 3 points. Tout juste. Même en ayant répondu une fois après le de manière parfaitement spontanée. Bien sûr, on et tout fera un à fait recours légal. quand même. On est dans la légalité absolue. Allez, Comment on restez peut avec faire nous. pour les recours? Il faut écrire à qui? À moi. Jean-François, merci en tout cas d'avoir joué avec nous. Merci beaucoup Salomon Malka d'avoir été avec nous. Dans un instant, dans 10 minutes, le tour de table de l'actu des vraies voix. On parle de quoi avec vous, Philippe Bilger? On parle de justement de succès ou non. Et avec vous, on Tom parle des Conan. salariés qui ont le droit d'être insolents au travail. Attention, méfiez-vous quand même. Jean-Michel Fauvergue. On parle sans verser. Nous, on va parler du 13 novembre. Allez, 0826 300 300, vous les commentez. Vous êtes les bienvenus. Aude vous attend, bien entendu. À tout de suite, c'est les vraies voix Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et pour commenter cette actualité du jour, Philippe Bilger est avec nous, Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID et ancien député et auteur des Hommes en Noir, publié chez Plomb, Tom Conan, auteur de Pollution, publié chez Albin Michel, et vous au 0826 300 300. En attendant, c'est le Top Click de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Click. Et parmi les sujets les plus commentés ce soir, on trouve Félix, 13 novembre 2015. La journée de recueillement 8 ans après ces attentats qui ont ensanglanté la capitale. Après
Après les hommages officiels sur les sites des attaques du 13 novembre 2015, nous nous retrouvons devant la mairie du 11e à l'initiative des associations 13, 11, 15 et Life for Paris. Tweet par exemple un sénateur PS, Rémi Féraud, qui ajoute « Ce souvenir des victimes est indispensable à la lutte contre le terrorisme ». Tweet accompagné par la devise de Paris, fluctuat nec mergitur, tangue mais ne sombre pas. Il y a 8 ans, ce n'est pas un hashtag, il y a 8 ans, mais c'est une association de mots tellement utilisée ce soir qu'elle en a été repérée par l'algorithme de Twitter dans ses tendances. Beaucoup partagent des trombinoscopes, des victimes, des photos de la Tour Eiffel bleu, blanc, rouge, des formules comme unité ou bien refus de l'obscurantisme. On y reviendra bien sûr sur le coup de projecteur des vraies voix à 18h35 et on se demandera si effectivement la menace de terrorisme islamiste 8 ans après, si elle régresse, si elle progresse ou elle stagne. Et autre sujet, Félix Mathieu, très commenté ce soir, la marche contre l'antisémitisme d'hier. Et J+1 beaucoup commente les absences. Emmanuel Macron a probablement raté un rendez-vous avec l'histoire, selon le président du RN, Jordan Bardella. Quant au sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine, Xavier Iacovelli, il pointe une autre absence, l'absence de Jean-Luc Mélenchon lors de la marche pour la République et contre l'antisémitisme est révélateur, dit-il. Dans les tendances également, ce soir, un tout autre sujet, un nom, David Cameron is back. Il est de retour, le Premier ministre conservateur qui avait enclenché le référendum sur le Brexit et qui s'était un peu fait dépasser par sa créature. Il devient ministre des Affaires étrangères. Félicitations et bienvenue, David Cameron. Nos deux pays ont beaucoup à faire ensemble, nos deux diplomaties en particulier, dans ce moment si particulier de la vie internationale où nous devons joindre nos forces, lui écrit la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna. Beaucoup moins enthousiaste, ou en tout cas moins diplomate, la grand reporter prix Albert Londres, Marion Van Rentergem, écrit « David Cameron, l'homme qui par son référendum sur le Brexit et sa molle inaptitude à contrer les mensonges manifestes de la campagne est à l'origine d'une des pires erreurs politiques de Grande-Bretagne. Il devient donc ministre des Affaires étrangères. Chacun se fera son avis. Je regrette que la ministre, Jean-Michel, que la ministre de l'Intérieur ait été exclue par le Premier ministre. Elle était assez remarquable, mais simplement elle oubliait qu'il y a une discipline gouvernementale. C'est très casse-pied, quoi. Ça arrive beaucoup en France. Oui, non, moi je trouve que c'est très bien de recruter un visionnaire dans le gouvernement. Non, mais c'est quand même étonnant de revoir un Premier ministre à cette fonction-là, effectivement, surtout avec ce qui s'est passé dans le siège du Brexit. Quand même aujourd'hui, la Grande-Bretagne, on va pas faire un débat là-dessus, est en très très grande difficulté, un chômage qui monte, une inflation galopante, des gens qui n'arrivent pas à se loger, etc. Donc effectivement, je sais pas si c'est vraiment le meilleur symbole qu'on puisse envoyer au monde. Et moi, je vais pousser un coup de gueule sur le peu de cohérence du président de la République sur le conflit au Proche-Orient. Vendredi, au micro de la BBC, il a déclaré, je cite, « De facto, aujourd'hui, des civils sont bombardés. De facto, ces bébés, ces dames, ces personnes âgées sont bombardées et tuées. Il n'y a donc aucune raison et aucune légitimité à cela. Nous exhortons donc Israël à arrêter », avait-il lancé au lendemain de la conférence d'aide humanitaire à Paris. Des propos qui ont fait réagir en Israël, au point qu'Emmanuel Macron a dû faire une explication de texte au président israélien en l'assurant de son soutien et en déclarant « Je n'avais pas l'intention d'accuser Israël de cibler des civils » et Isaac Herzog, le chef de l'État hébreu, affirmant « Emmanuel Macron m'a répété que nous avons le droit de nous défendre ». Bref, tout le contraire de la BBC. Entre-temps, il avait publié dans le Parisien une lettre ouverte aux Français juifs, les assurant de son soutien, avant peut-être demain d'en faire une autre au Gazaoui, puisqu'on n'est plus à un revirement près. Philippe Bilger, comme disait le cardinal de Retz, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Je vous trouve tout de même, Philippe, avec talent, bien sûr, un peu dur avec le président de la République. De tout en 48 heures. Je ne suis pas sûr qu'il y ait autant de contradictions que vous le dites, parce que je lui reprocherais plutôt parfois des déclarations qui me semblent un peu à contretemps. Mais il tente parfois maladroitement d'épouser toutes les facettes d'une situation épouvantable et il peut donner l'impression d'une contradiction. Jean-Michel Fauvergue. Oui, sur l'interview de la BBC, si vous le citez entièrement, il commence par dire que l'État d'Israël a le droit de se défendre, doit se défendre et qu'on le soutient. Mais après, il dit le contraire. Il l'a dit. Ensuite, effectivement, et là je rejoins Philippe Bilger, effectivement, la fonction du président de la République français,
Donc, est aussi de veiller à ce que la société française ne s'éclate pas. Et c'est aussi à veiller à ce qu'à l'international, les choses, il y ait moins de fractures possibles aussi. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On constate que les pays occidentaux sont lâchés de partout, y compris par les pays démocratiques de l'Amérique du Sud. Donc, il y a une espèce de mouvement, une espèce de déplacement des plaques tectoniques, et il faut y veiller. Et peut-être ça y contribue, cette déclaration y contribue. Effectivement, je pense qu'en fait, qu'il veille effectivement à ne pas trop importer le conflit, parce qu'il sait que c'est quand même explosif dans un pays comme la France, qui est un pays multiculturel ou avec des positions très antagoniques sur certains sujets. Effectivement, ça a échappé à personne. Et ensuite, l'autre difficulté sans doute par rapport à la position, disons, du Quai d'Orsay ou la position internationale de la France en général, c'est qu'il y a quand même une tradition arabe, la politique arabe de la France, qui est un peu, en opposition, en tout cas, par rapport au soutien, un soutien unanime, en tout cas, unilatéral à Israël. Donc, forcément, on est un peu obligé de ménager la chèvre et le chou. Excusez-moi, en politique étrangère, le en même temps, ça marche pas. Hein. Oui, mais parce que en fait aujourd'hui, ce qu'il faut, en fait aujourd'hui, on est un peu obligé. La France a une position illisible. Aujourd'hui, on est quand même obligé, à la fois évidemment de s'élever contre le pogrom qui a eu lieu, et en même temps d'être, par exemple, pour une solution à 2 États, qui aujourd'hui est plus que nécessaire, qui est un peu la solution quand même minimale qui s'impose aujourd'hui, il me semble. Donc ça suppose quand même d'avoir 2 discours effectivement en même temps. Merci beaucoup, merci Félix Mathieu, merci Philippe David. Dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix. Philippe Bilger, on parle de quoi, vous? Un succès, mais pas un raz-de-marée. Sur cette manifestation de dimanche avec vous, Tom Conan. Les salariés qui peuvent être insolents contre leur patron. Ne me regardez pas comme ça quand vous dites ça. Jean-Michel Fauvergue. Je parle sans verser, je parlerai du Bataclan. Oui, bien entendu. Vous restez avec nous, vous avez envie de commenter avec nous, vous êtes les bienvenus, bien entendu, vous êtes ici chez vous. Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 19h, à tout de suite. Aux 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix avec Philippe David. Ce soir, nous avons avec nous la chance, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID et ancien député, et Tom Conan, qui commente l'actualité avec nous et qui est auteur de Pollution, publié chez Albin Michel. On a beaucoup de chance, effectivement, de m'avoir. Mais il ne pollue. Tom, il ne pollue pas. Hein. Non, possible. Il dépollue l'actualité. Absolument. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table de l'actualité. On préférerait qu'ils aient des choses à dire. Oui, et Philippe Bilger voulait parler de la marche d'hier qui était un succès, mais pas un raz-de-marée. Oui, je vais être d'autant plus rapide qu'on a déjà évoqué cette marche depuis à plusieurs reprises. Je ne veux pas donner raison à Jean-Luc Mélenchon, mais il n'avait peut-être pas totalement tort de rappeler qu'il y a eu des marches entre guillemets humanistes ou non, qui ont entraîné une multitude beaucoup plus grande. Mais je crois que, je l'évoquais tout à l'heure, ce qui a un peu troublé cette marche, c'est la politisation des 2 côtés, c'est peut-être un peu la pluie. Et puis c'est la crainte de certaines personnes de se retrouver prises dans des conflits et des violences, alors que Salomon Malka l'a très bien rappelé tout à l'heure, elle a été exceptionnelle par sa qualité et sa tenue. Mais donc on aurait pu toujours espérer davantage, mais mon Dieu, c'est un succès et j'espère qu'il marquera les esprits. En tout cas, c'était nécessaire qu'elle se tienne, clairement. Oui. Ça, je veux dire, si elle s'était pas tenue, vu effectivement la montée de l'antisémitisme, d'ailleurs, qui n'est pas uniquement quelque chose qui se passe en France. Vous savez, il y a eu beaucoup d'actes de ce type répertoriés dans d'autres pays, par exemple même dans des facs américaines, où il y a une montée aussi des actes antisémites. Donc c'est un phénomène général. Est-ce que si ça avait été organisé peut-être par quelqu'un d'autre ou des membres du Sénat et de l'Assemblée nationale, ça aurait changé grand-chose, par exemple Jean-Michel Fauvergue? Non, je crois pas, parce qu'il y a un élément qu'il faut rajouter à tous les éléments qu'a donné avec la pertinence habituelle Philippe Bilger, c'est que c'est l'individualisme qu'on a dans notre société. Et vous avez beaucoup de personnes qui ne se mobilisent sur plus rien. Et ça, c'est le vrai danger de notre société. C'est une vraie problématique pour tous les sujets, d'ailleurs. On a encore le temps d'ajouter un petit mot. Bien sûr. Je me demande, je n'ai pas osé le dire devant Salomon Malka, je me demande si de manière perverse, il n'y a pas aussi la sous-estimation de la part d'un certain nombre de citoyens du poison qu'est l'antisémitisme.
Ouais. Et qu'au fond, je pense que c'est clair. Vous pensez que c'est sous-estimé? Le côté c'est pas si grave, c'est ça? Je pense que que tu as une sorte d'antisémitisme soft à l'idée de ne pas y venir. Oui, je pense que c'est clair et que pour ça comme pour autre chose, et que il y a des gens qui se disent ça encore, ils nous embêtent avec ça, avec leur voilà, et ça c'est ça rejoint d'ailleurs l'individualisme que je disais tout à l'heure, et c'est une espèce d'antisémitisme de permissif, d'ambiance, d'atmosphère. Mais moi, je réitère ma question. Est-ce qu'on ne sous-estime pas la peur des gens, en fait, de se dire que dans une manifestation contre l'antisémitisme, que ce soit les personnalités ou que ce soit des gens, de dire on a peur, en fait. Oui, moi, je pense qu'effectivement, il y a ça. Puis même les gens aujourd'hui, à l'heure où tout est filmé, ils ont peur d'être vus, vous voyez, d'être reconnus dans leur quartier, d'être un peu stigmatisés comme étant des soutiens. Effectivement, les gens, ils ont une espèce de crainte, c'est possible. Oui, et cette peur, elle est terrible. Je dis, on est dans une société de la peur. Il va falloir se réveiller, certainement, parce que pour combattre, il ne faut pas avoir peur. C'est absolument. Vous avez absolument raison, Jean-Michel. On sait que Philippe David était devant un drapeau israélien à 2 mètres. Non, j'en ai vu un seul, c'est vrai. Non. Mais je l'ai vu de mes yeux vus. On n'a plus de temps là, j'imagine, sur ce point. Mais je voulais juste dire qu'en fait, moi, je trouve le timing, évidemment, là, vu la montée de l'antisémitisme, c'était nécessaire que ça se tienne. C'est ce que j'ai dit moi-même à l'instant. Mais le timing est peut-être un peu compliqué intellectuellement pour certaines personnes, parce qu'évidemment, à la suite du pogrom qui a eu lieu il y a quelques semaines, je pense que tout le monde, naturellement, en tout cas, tout esprit sain, serait allé manifester. Mais effectivement, là, avec ce qui se passe à Gaza, c'est compliqué de switcher, vous voyez, dans l'esprit. Regardez ce qui se passe à Gaza, et juste après, attendez, manifester contre l'antisémitisme, même si évidemment, ces 2 combats qui peuvent être menés de front, c'est évidemment compliqué quand même dans une même personne, dans un même moment. Absolument. Jean-Michel Fauvergue, aujourd'hui, forcément, un 13 novembre, nous ramène 8 ans en arrière sur cette commémoration des attentats du Bataclan. Oui, c'est la... Oui, c'est vous. C'est à moi. Oui, c'est à vous. Oui, je voulais en parler, mais je voulais pas parler que de ça. Je voulais vous parler du sang versé, parce qu'on a vécu un beau week-end, et je vais y arriver, vous allez voir. Samedi, on a célébré la commémoration du 11 novembre, comme vous le savez, c'est le jour de l'armistice, c'est la fin d'une guerre nécessaire à la reconquête de notre fierté, où la France a su rassembler ses enfants d'outre-mer, de métropole et des anciennes colonies. Elle a su rassembler les chrétiens, les juifs, les musulmans, les athées, les agnostiques, et qui se sont battus pour reconquérir notre liberté. On a fêté aussi, par la même occasion, le centenaire de la flamme qui éclaire et réchauffe à jamais le tombeau du soldat inconnu. La Légion étrangère, comme un message subliminal qui nous invite à la réflexion et à la modestie, affirme que ce soldat était un des leurs. Qui sait si l'inconnu qui dort sous l'arche immense, mêlant sa gloire épique aux orgueils du passé, n'est pas cet étranger, devenu fils de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Le sang versé, c'est celui de tous les juifs de l'Holocauste, d'avant comme d'après. Nous l'avons là aussi célébré dignement. On en a parlé lors de cette belle démonstration de dimanche. C'était une belle démonstration. Le sang versé, c'est aussi celui des victimes innocentes du Bataclan, de Saint-Denis, des terrasses. Une cicatrice aujourd'hui, 8 ans après, qui s'est ravivée par la barbarie des massacres du 7 octobre dernier. En France, vous vous en souvenez, la haine, elle s'est propagée d'une école juive à Toulouse à un magasin cachère de la porte de Vincennes. Et puis, elle s'est invitée dans un théâtre parisien, le théâtre du Bataclan, sans distinction de nationalité, de couleur de peau ou de confession. Car on le sait, s'attaquer aux juifs n'est que la première étape de la destruction de nos valeurs universelles. Je peux témoigner que le sang qui a coulé ce jour-là, c'est le sang versé par les martyrs. Il était rouge identique aux uns et aux autres. Le sang versé, c'est enfin celui des policiers et des gendarmes et de tous ceux qui s'opposent à cette barbarie avec courage. Ne perdons jamais une occasion de leur rendre hommage, car en versant leur sang, ils nous évitent peut-être de verser le nôtre.
Ouais, merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue. C'est magnifique Jean-Michel, c'est un très beau texte et si vous me le permettez, je voudrais banaliser cela. Au fond, cette belle notion du sang versé, on pourrait l'appliquer à tous les gens qui, dans leur quotidienneté, sont capables d'accomplir des actes remarquables, modestes, inconnus parfois, mais qui, d'une certaine manière, appliquent cette belle exigence du sang versé. Je pense à ce jeune Gassama il y a des années, et mon ami Zemmour, là ça a été une absurdité lorsqu'il a dit il ne devrait pas être français. Il y a le sang versé au sens propre et au sens symbolique. C'est vrai, et puis je pense que notre époque, elle a besoin de référents et de héros, et effectivement, ce texte était très beau, très émouvant, et moi je pense même ce qui s'était passé en 2015, on parle du 13 novembre bien sûr, mais même le 7 janvier, avec l'attentat contre les journalistes de Charlie Hebdo, évidemment. Donc moi tout ça, m'a totalement glacé ma vie, si j'ose dire, qui ne pouvait plus être la même après ça, hein, très franchement. Ma génération, j'ai l'impression, et pas que la mienne évidemment, a été totalement marquée au fer rouge par tous ces événements-là, notamment depuis 2015. Donc c'est nécessaire effectivement pas seulement de s'en rappeler, mais d'agir en conséquence. Et après 2016 avec Nice, Saint-Étienne-du-Rouvray, etc. Ça s'est malheureusement pas arrêté en 2015. Merci en tout cas Jean-Michel Fauvergue, ce bel hommage. Merci. Vous restez avec nous dans quelques instants. Tom Conan, vous reviendrez sur cette cour de cassation qui a tranché. Finalement, on peut être insolent sans être licencié. C'est ça. Ça, écoutez bien parce que je vais vous expliquer ça. Je voudrais pas que serais curieux de savoir comment. Faut pas que ça fasse jurisprudence. Allez, on en parle dans un instant, tout de suite. 20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix. C'est tous les jours, c'est pas compliqué, c'est de 17h à 19h. Avec Philippe Bilger qui est toujours avec nous, avec un grand plaisir. Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID et l'ancien député. Et puis Tom Conan. On évoquait forcément le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Vous savez, c'est une actu que nos Vraies Voix ont envie de porter. Et puis on a lu quelque chose dans la presse qui nous a forcément tous interpellés. La Cour de cassation a tranché. Être insolent, mon cher Tom, n'est plus un motif suffisant pour être licencié. Effectivement, vous savez qu'en France, quand même, on protège les salariés. C'est quand même la moindre des choses, parce qu'on considère qu'il y a un déséquilibre économique entre les deux parties, soit. Mais il y a quand même des cas où effectivement les salariés peuvent aller trop loin et donc être licenciés pour faute, pour comportement inapproprié, etc. Donc là, effectivement, l'employeur pensait que ça serait le cas, parce que effectivement, son salarié, il avait fait preuve un peu d'intimidation. Il s'était montré très insolent, très insistant. Notamment, il demandait des avantages indus par rapport à des congés payés, qui en fait ne lui étaient pas dus parce que c'était pas prévu dans l'accord collectif, etc. Donc la Cour de cassation a dit effectivement les avantages qu'il réclamait ce monsieur, ils étaient indus, donc c'était insistant, pas justifié. Voilà, donc c'était insistant, c'était effectivement intempestif, c'était même du harcèlement d'une certaine façon parce que le salarié était vraiment dans une forme d'insistance. Néanmoins, justement, elle a expliqué que harceler son patron pour obtenir un avantage éventuellement indu, même en connaissance de cause, donc même de mauvaise foi si vous voulez, ça ne suffit pas pour justifier un licenciement pour faute. Alors évidemment, la justification de tout cela, c'est justement la liberté d'expression. En gros, pour le dire simplement, ça veut dire on a le droit d'ouvrir sa gueule, on a le droit de contester, on a le droit de demander des choses, d'aller un peu loin, on pourrait dire, même si stratégiquement on pense d'abord à son intérêt, on pourrait dire. Tout cela, effectivement, est peut-être répréhensible d'un point de vue moral, ça c'est certain. Mais en tout cas, ça ne l'est pas d'un point de vue juridique. Alors, un ton polémique, même se mettre au même niveau que son responsable, tout cela, c'est possible. Alors, avec quand même une limite, évidemment. Cette liberté d'expression n'est évidemment pas totale, en général, et puis notamment dans un cadre de salariat. Notamment des termes injurieux ou diffamatoires, évidemment. Si on traite ou on insulte, évidemment, son employeur ou même un de ses collègues, ça ne marche pas. Parfois, crétin, c'est pas une injure, c'est un qualificatif. Alors peut-être que la Cour de cassation pourrait se pencher dessus aussi. Mais donc, c'est quand même assez amusant, parce qu'on voit finalement que donc ce déséquilibre, comme on dit, économique entre salarié et patron est considéré comme tel qu'on peut aller jusque-là pour, on pourrait dire, défendre son bout de gras et se montrer peut-être un peu vindicatif. C'est fou, ça. On a le temps? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est pour la liberté d'expression, Tom, ou c'est parce que on reconnaît aux salariés le droit de tout exiger sur le plan de ses avantages? Non, c'est pas ça. C'est vraiment le principe de liberté d'expression. C'est-à-dire, en fait, c'est le droit, on pourrait dire, de se tromper, le droit de dire des bêtises, le droit d'être un peu excessif. Tout cela relève de la liberté. Et effectivement, tant qu'il n'y a pas d'abus, c'est-à-dire un caractère diffamatoire, injure, etc., ce n'est pas sanctionné. En tout cas, ce n'est pas sanctionné par un licenciement. C'est dingue, ça. Jean-Michel Fauvergue. Jean-Michel. Dans la police, ça marche comme ça?
Non, là, Comment vous dire Enfin, en tout cas, pas à mon époque. On dit pas mon chef est un ganache, par exemple, ça se fait pas. On le dit, mais quand il l'entend pas. Non, je me faisais la réflexion en écoutant Tom que on est quand même dans une période un peu difficile parce que d'un côté il y a plein de droits, on reconnaît plein de droits et elles sont reconnues au niveau des cours suprêmes et de l'autre côté, de manière tout à fait paradoxale, on n'admet pas si en termes de critique un certain nombre de choses. On le voit avec certains humoristes sur les radios ou sur les télés, on l'accepte pas et on les cloue au pilori, on les cloue au pilori médiatique. Donc il y a une espèce de deux poids deux mesures c'est difficile ensuite de s'y retrouver. Ça pour le coup, c'est du mauvais en même temps. Oui. Mais c'est étonnant parce que finalement, vous parlez d'un mot qui est quand même important, c'est le mot harcèlement. Effectivement. Harcèle quelqu'un. Parce qu'il a été harcelé. Oui, enfin après le harcèlement, évidemment, il y a des qualificatifs. Il a sans doute pas été harcelé au sens pénal du terme, c'est-à-dire avec 200 messages qui seraient envoyés en dehors des heures de travail, etc. Donc j'ai pas autant d'éléments, j'ai pas tous les éléments du dossier. Néanmoins, effectivement, le fait d'insister lourdement en demandant des choses qui n'étaient pas dues peuvent être considérées comme une forme de harcèlement, mais ça ne suffit pas pour. Évidemment, il peut y avoir des sanctions. Ou pas, on ne sait pas. Justement, la Cour de cassation, précisément, elle a cassé justement la décision de licenciement. Donc le licenciement est nul, donc la personne va être réintégrée, j'imagine. L'ambiance va être excellente. C'est renvoyé devant une autre cour. Voilà, exactement. Là, une cour d'appel, je suppose. Mais effectivement, c'est plutôt la cour de récréation. Il faudra aller. Mais donc, ce qui est amusant, c'est que finalement, c'est presque une autorisation à l'insubordination. Exactement. Alors, en réalité, on suppose quand même que le salarié est quand même suffisamment malin pour quand même faire son taf à côté. Mais on pourrait dire en dehors de ses heures de travail, en tout cas une fois ses tâches terminées, il se permettait de faire ce genre de choses. Ce qui veut dire c'est que la prochaine fois que ça se passera mal, il pourra porter plainte contre son patron pour harcèlement. C'est ça qui est dingue, c'est qu'il laisse il laisse quand même une porte ouverte non, il pourra pas porter plainte contre ce patron pour harcèlement. Harcèlement de qui ? Si le patron voit qu'il y a des dérives et qu'à chaque fois il remet dans son bon droit. Effectivement, il n'y aura pas de possibilité. C'est compliqué. Il n'y aura pas de possibilité pour lui de gérer ça. Parlant, c'est compliqué. En effet, mais ça montre bien quand même, au-delà de cette affaire, de cette casuistique, ça montre quand même le fait qu'évidemment, il y a encore une fois dans la relation de travail des relations parfois très compliquées. Mais qu'il n'abuse pas trop de l'insolence. Voilà, mais donc, encore une fois, l'insolence, c'est aller loin, mais ce n'est pas non plus considéré comme un abus. Merci beaucoup, Tom Conan, pour ce sujet. Comme vous n'êtes pas d'accord avec mon tour de table, c'est vraiment de l'insolence. Oui, absolument. Restez bien où vous êtes. Non, de la lucidité. Dans un instant, on va revenir sur cette date, forcément, 13 novembre, ça sonne chez nous. C'était il y a 8 ans, ces attaques au Bataclan, au Stade de France et sur les terrasses parisiennes. Notre invité, Pierre Conessa, est avec nous, haut fonctionnaire, auteur de État des lieux du salafisme en France, du séparatisme au terrorisme, aux éditions de l'Aube. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. En matière de terrorisme, est-ce qu'il faut surveiller Londres ? Pourquoi cette question sur Londres en particulier ? Parce que j'aurais pu dire la Belgique aussi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les quartiers salafisés existent un peu partout. Alors Londres a bien vécu cette habitude-là, y compris d'ailleurs des attentats sur le territoire. Et puis la Belgique, rappelez-vous, Molenbeek aussi était un foyer qui n'a d'ailleurs pas été démantelé, parce que dans cette société belge, qui est déjà biculturelle par nature, structure fédérale, si vous voulez, c'est toujours le problème, c'est qui est responsable de quoi. Absolument, on en parle dans quelques instants. Merci en tout cas d'être avec nous, 0826 300 300. Vous voulez commenter, vous êtes les bienvenus à ce numéro de téléphone. On vous attend, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 19h avec nos éditorialistes du jour. Philippe Bilger est avec nous. Ça va, mon Philippe ? Ça va très bien, malgré la gravité du sujet. Absolument. Jean-Michel Fauvergue avec nous aussi et Tom Conan, auteur de Pollution, publié chez Albin. Michel est tout de suite le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc la date est restée forcément dans les mémoires. 13 novembre 2015, il y a 8 ans, des terroristes tuaient 130 personnes à Paris, attaque coordonnée au Bataclan sur les terrasses parisiennes ainsi qu'au Stade de France. Ces attentats allaient plonger durablement la France dans le deuil et l'état d'urgence. Quelques mois après la tuerie de Charlie Hebdo en janvier de la même année, Philippe. Oui, est-ce que la France a tiré les leçons des terribles attentats du 13 novembre 2015 ? Est-ce que vous craignez une nouvelle attaque coordonnée
coordonnée de cette ampleur sur le territoire français. Est-ce qu'on en fait assez pour vous protéger? Venez témoigner au 0826 300 300. Et pour le moment, 8 ans après le 13 novembre, la menace du terrorisme islamiste progresse. Vous dites oui à 83%, recule à 6% et stagne à 11%. Sur Twitter, venez réagir au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Pierre Conessa, est avec nous, haut fonctionnaire, auteur de État des lieux du salafisme en France, du séparatisme au terrorisme, aux éditions de l'Aube. Bonsoir, merci d'être avec nous, Pierre Conessa. Juste avant de revenir à vous, Philippe Bilger, finalement, la sensation de nos auditeurs est de dire qu'ils ont l'impression que cette menace terroriste progresse à 83%. C'est l'un des paradoxes, à mon avis, de cette interrogation si justement formulée par Sud Radio. D'abord, une banalité. Déjà 8 ans. Oui, c'est vrai. C'est inimaginable, pour moi en tout cas. Déjà 8 ans. Ensuite, on a la chance d'avoir Jean-Michel qui a été un protagoniste capital de ce Bataclan pour le meilleur. Et dernière idée, Cécile, Philippe, ce que nos auditeurs ont raison, et moi je suis frappé par la contradiction qui existe. On ne peut pas dire que les pouvoirs politiques, ou que ce soit, n'aient pas pris conscience du drame et des risques. Et la France en particulier l'a fait. Combien d'attentats ont été déjoués avant qu'ils puissent évidemment arriver dans leur concrétisation? Mais en même temps, il me semble que l'angoisse augmente. Il y a quelque chose de très surprenant dans nos États qui s'arment davantage, mieux, et pourtant l'angoisse du citoyen augmente. Jean-Michel Fauvergue. Oui, c'est vrai. Les États s'arment mieux, que ce soit sur l'intelligence, c'est-à-dire le renseignement, que ce soit sur les enquêtes, que ce soit sur le fait de coopérer entre les uns et entre les autres. Ils se sont mieux armés, c'est clair, c'est sûr. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il y ait des trous dans la raquette, donc il faut toujours travailler sur ce phénomène-là. Mais là où il faut travailler surtout, et peut-être Pierre Conessa nous le dira, c'est sur le terreau du terrorisme. Parce qu'en France, on a un terreau du terrorisme qui est interne chez nous. Il est interne aux Belges aussi et aux Anglais et à d'autres. Hein. Mais il faut travailler sur ce terreau du terrorisme-là. On l'a fait. Alors là, je prends ma casquette d'ancien député. On l'a fait avec la loi sur le séparatisme, où on a voté une loi qui donne des pouvoirs. Pas assez sans doute, et il faut sans cesse remettre le travail sur l'établi dans ce domaine-là, et il y a des choses à faire dans ce domaine-là, énormément de choses. Il faut travailler sur le terreau, c'est-à-dire sur les frères musulmans, il faut travailler sur les salafistes, il faut travailler sur les wahhabites, il faut travailler sur un certain nombre de personnes, en particulier frères musulmans. Je ne sais pas si l'angoisse augmente de manière systémique, mais en revanche c'est certain, c'est qu'on est quand même rappelé à l'ordre très régulièrement. Il y a eu quand même Samuel Paty il y a 3 ans, il y a eu Dominique Bernard il y a quelques semaines. Donc effectivement, au cas où effectivement on voudrait oublier certaines menaces, malheureusement ce n'est pas possible d'y penser. Après effectivement, c'est pas forcément des attaques qui ont la même forme. Hein. Parfois c'est effectivement des actes isolés comme Paty et Dominique Bernard en effet, mais ils n'en sont pas moins terrifiants. Ils n'en sont pas moins infusés, on pourrait dire, dans l'inconscient collectif effectivement des gens, quels qu'ils soient. Hein. Et d'ailleurs, enfin c'est pas pour le rappeler systématiquement, mais effectivement toute personne peut être visée. Hein. Je veux dire, quelle que soit pour le coup la confession, l'origine, etc. Hein, un professeur, je veux dire, on n'aurait pas imaginé encore il y a quelques années effectivement qu'il aurait pu être la cible, surtout des gens qui sont quand même dévoués à des fonctions hautement utiles. Et dans l'intérêt de tous. Donc effectivement, c'est tout le problème aujourd'hui. Et je dirais que l'autre souci, c'est qu'on est quand même dans une situation de conflit et de prémices de 3e guerre mondiale. Pierre Conessa, le djihadisme finalement s'est construit depuis une trentaine d'années en Europe. Comment se fait-il aujourd'hui qu'on ait du mal justement à repousser le djihadisme en Europe? Moi, je suis parti de l'idée que les manifestations séparatistes étaient le terreau sur lequel aboutirait parfois l'attentat terroriste. Donc ce qui m'a intéressé, c'est justement cette putréfaction de la société française, souvent dans la plus grande légalité d'ailleurs, hein, et l'absence totale de réaction politique, en tout cas à la hauteur de l'enjeu. Parce que
Par exemple, j'ai recensé 1547 comportements séparatistes de contestation de la loi républicaine sous différentes formes. Dans les écoles, et à l'époque où j'écrivais, c'était il y a plus d'un an ou deux, il y avait 627 cas de contestation religieuse dans l'école publique. Bon. Et cela sur la seule année 2021. Bon, évidemment, il y a eu les 58 attentats déjoués depuis 2015, mais enfin, il reste que c'est sur ce terreau-là, si vous voulez, que, évidemment, se développe cette culture de la victimologie qui va expliquer que tuer un mécréant, après tout, c'est une défense. Deuxième remarque, les derniers attentats et ceux qui ont été contre les professeurs, j'attire l'attention sur le fait que ce sont un Tchétchène et un Ingouche, c'est-à-dire de gens auxquels on aurait prêté en matière de droit d'asile une espèce de bonus positif pour les Tchétchènes en se disant les pauvres, les Russes, etc. Or, je fais remarquer qu'à la fin de l'assassinat de Samuel Paty, le père a félicité l'enfant et ils sont tous repartis en Tchétchénie. Donc il y a un énorme trou dans la raquette aujourd'hui au niveau du droit d'asile, c'est-à-dire de gens qui vont arriver ici. Vous savez, l'intérêt de ces deux attentats, malheureusement, c'est que les enfants qui sont arrivés jeunes ont fait l'école républicaine. Et c'est pas dans l'école républicaine qu'ils sont radicalisés, c'est dans leur famille. Donc il y a quelque chose, si vous voulez, dans lequel il faut quand même se rendre compte que le droit d'asile n'est pas destiné à des gens qui sont des ennemis de la République. Ça veut dire qu'il faut remonter tous les critères, et ça, c'est extrêmement compliqué. Je fais une dernière remarque pour la famille Mogouchkov. Elle devait être expulsée. Si elle ne l'a pas été, c'est parce que des ONG se sont mobilisées, le MRAP, Amnesty, etc., pour empêcher l'expulsion. Voilà. C'était avant l'assassinat, évidemment, de Philippe Bernard. Pierre Conesa, Dominique Bernard. Très rapidement, d'abord, est-ce que vous pensez que la multitude des actes séparatistes que vous avez relevés sont presque fatalement liés plus tard à du terrorisme? Deuxième élément, c'est le fait que, est-ce que vous considérez tout de même que notre état de droit, malgré ses faiblesses, est encore totalement adapté à cette lutte nécessaire? Bon, moi, j'ai tendance à penser qu'effectivement, le séparatisme est un terreau. Bon, c'est Keppel qui utilise l'idée de djihadisme atmosphère. Je crois qu'il a effectivement parfaitement défini le problème. Parce que, évidemment, à chaque fois qu'il y a un problème, vous avez deux attitudes. Soit c'est ne pas faire de vagues, ou alors, effectivement, affronter le problème de face. Alors, il y a des moments où on arrive dans des aberrations absolues, puisque vous savez que depuis la jurisprudence, je crois que c'est la Cour européenne de 2015, on ne peut plus expulser un individu si on n'est pas sûr qu'il est bien traité dans le pays où il doit retourner. Alors imaginez comme l'Algérie va accepter des terroristes qui ont commis des attentats sur le territoire français, jugés coupables, expulsables par la justice française, inexpulsables au titre du droit européen, parce que on va jamais pouvoir renvoyer en Algérie un Algérien, un terroriste. Donc on s'est nous-mêmes piégés, et ça c'est effroyable, parce que ça veut dire que on a fait comme si les principes de droit l'emportaient sur la réalité des faits. Et ça va être très dur à faire transformer. Jean-Michel Fauvergue, on est chez les fous de pas pouvoir expulser un terroriste parce qu'on va peut-être pas être très gentil dans son pays. C'est dingue, non? Oui. C'est plus précisément, c'est la Convention européenne des droits de l'homme mise en place par la Cour européenne des droits de l'homme qui non pas l'interdit mais le déconseille fortement, et c'est effectivement une jurisprudence constante sur laquelle le ministre de l'Intérieur d'aujourd'hui s'assoit. Oui, pardon. Excusez-moi, ce que je voudrais, c'est pousser le raisonnement jusqu'au bout. C'est plus intéressant d'être un OQTF inexpulsable qu'être un SDF français. Oui. Parce que l'OQTF, il est à la charge de la République, l'OG nourrit blanchi, tandis que le SDF, il a droit au RSA, c'est tout. Donc quand on est dans ce niveau d'aberration, c'est évident qu'il faut faire soit sauter la jurisprudence européenne, soit s'asseoir dessus. Alors je crois qu'on a dépassé ce stade-là depuis très peu de temps, certes, mais on l'a dépassé du point de vue de l'opinion publique et de la prise de conscience d'une certaine partie des politiques, et en particulier du ministre de l'Intérieur à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'il est en train de proposer une loi sur l'immigration. On verra comment elle est traitée, cette loi. On verra si elle est enrichie. Et c'est vrai qu'il faut qu'on revienne sur un certain nombre de choses, en particulier la possibilité d'expulser des enfants, d'expulser des gens qui sont là depuis l'âge de 13 ans, etc., etc. Revenir sur un certain nombre de choses. Sur la jurisprudence, j'insiste sur ce fait-là, c'est pas la jurisprudence de l'Union européenne, c'est la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire du Conseil
Conseil européen. Le Conseil européen, pour que nos auditeurs sachent bien, ça n'a rien à voir avec l'Europe. C'est 47 pays, dont certains sont démocratiques, comme on le sait. Par exemple, la Turquie, l'Azerbaïdjan. La Russie en a été expulsée avec une Cour européenne des droits de l'homme qui représente ces juges-là, 47 pays européens, et qui ne sont pas tous démocratiques. Après, tout l'enjeu, justement, c'est d'adapter effectivement les formes de l'État à ces menaces nouvelles. Ça me semble effectivement assez évident, tout le monde est à peu près d'accord là-dessus, mais sans remettre en question de manière générale et pour tous, si j'ose dire, tous les fondements de l'État de droit. C'est tout le problème. Évidemment, dans un régime de type autoritaire, c'est beaucoup plus facile. Vous prenez un certain nombre de décisions unilatérales, centralisées au niveau du pouvoir exécutif, et vous pouvez remettre en cause un certain nombre de droits parce que vous l'avez décidé de manière centralisée et autoritaire par hypothèse. Effectivement, dans un pays comme la France, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a tout un arsenal effectivement juridique qui peut être entre guillemets retourné contre nous, et en même temps, c'est heureux qu'il existe. Donc, il faut l'adapter sans encore une fois le remettre en cause pour ceux pour qui il est heureux que ça s'applique. Un mot, Jean-Michel Fauvergue, et personne ça. Juste une petite précision. On parle beaucoup de l'état de droit. C'est vrai qu'on devrait être dans un état de droit. En réalité, la réalité nous dit qu'on est dans un état des droits, puisque chacun est dans la rubrique qu'a dit tout à l'heure Tom, on le voit bien, chacun défend ses droits, et on a tellement de juridictions suprêmes qu'on fait part de ces droits-là, et on n'est pas dans un état de droit qui défend l'État, on est dans un état des droits. Pierre connaît ça. En 2019, Emmanuel Macron disait une société de vigilance. Voilà ce qui nous revient finalement de bâtir, pas de relâchement dans les lieux de culte. Que chaque citoyen fasse attention effectivement à cette vigilance qui existe après des attentats, et après tout ça disparaît. Mais est-ce que ça veut dire que nous devons systématiquement vivre dans une société de vigilance ? Écoutez, la société de vigilance, sans toucher à l'état de droit, ne me pose strictement aucun problème. Moi, je voudrais vous citer deux faits qui, effectivement, renvoient d'une part à l'irresponsabilité des politiques. Le premier, c'est le rapport Aubin. Vous vous souvenez, le rapport Aubin, secrétaire général de l'Éducation nationale, en 2001, il fait un rapport exposant toutes les difficultés dans l'enseignement supérieur, dans l'enseignement secondaire, pardon. Et effectivement, à ce moment-là, tout le monde lève le parapluie en disant non, mais est-ce si grave, c'est pas très grave, tout ça, effectivement. Bon. Donc, on a laissé les enseignants totalement se débrouiller dans cette situation et cette pression, encore une fois, qui était continue sur le voile, sur la discussion sur les contenus, la contestation de l'enseignement, etc. Deuxième remarque, mais encore une fois, pour rester sur le terrain du droit, je rappelle que quand le gouvernement français a voulu expulser l'imam Iqiyoussen, celui-ci s'est réfugié en Belgique. Et ensuite, il a fallu des mois pour que la Belgique accepte de nous le rendre. C'est-à-dire pour qu'on puisse l'expulser. Donc, quand on est dans un espace qui n'est pas un espace de droit, mais qui est un espace des droits, vous avez raison de le dire, les gens savent très bien se placer dans les interstices. Et donc ça, si on n'en sort pas, ou si en tout cas, quand on est quelqu'un et dans une procédure d'expulsion, il faut s'y opposer. Dernière remarque, je reviens sur la famille Mogouchkov. Rappelez-vous que ce sont des ONG qui se sont opposés à l'expulsion de la famille, et donc ils ont laissé sur le territoire français ce jeune type qui a tué Philippe Bernard. Et le Parti communiste français aussi. Hein. Je termine. Il n'y a pas eu un mot d'excuse d'une ONG qui s'était opposée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une faillite de ce qui est normalement la conscience morale des démocraties, ces ONG droits de l'hommisme, qui refusent de faire de quelque excuse que ce soit. Bon, écoutez, il y a un problème, quoi. Mais Pierre connaît ça, j'ai l'impression qu'on est vraiment désarmé par cet ensemble d'états de droit. Déjà, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de contrôle, la CEDH, etc. J'ai l'impression que 8 ans après le 13 novembre, on est totalement désarmé. On n'est pas mieux armé, au moins. Écoutez, oui, c'est vrai. Je vous en citerai un autre exemple qui est extraordinaire. Un type qui s'appelait Oussama Attar, parti en Syrie, djihadiste, fait prisonnier par les Kurdes. Campagne d'opinion animée par la famille et les ONG sur le thème « il est malade, il faut le soigner ». L'État français était un peu réticent. Finalement, on le fait rentrer. Quand il rentre ici, il disparaît. On le retrouve dans le sud tunisien en train de faire du trafic d'armes. Et finalement, il va être tué par un drone américain. Est-ce que vous croyez que les ONG se sont excusées? Non. Il n'y a que Amnesty qui a dit « mais nous, on ne voulait pas qu'il soit rapatrié, on voulait simplement qu'il soit soigné ». Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est une faillite de la société civile dans son ensemble. Ouais. Pierre connaît ça. Est-ce qu'il faut est-ce qu'on a des raisons parfois, en ce moment, d'avoir peur? Bien sûr. Moi, je suis frappé, si vous voulez, sur le fait de l'articulation entre ces manifestations antisémites et ce qui se passe à Israël-Gaza, si vous voulez. Parce que je ne crois pas au lien mécanique.
je crois que ça n'a fait que révéler justement ce qui était cette espèce de terreau qui est diffusé dans la société française, qui va se manifester par des actes, des manifestations antisémites, comme si on ignorait, si vous voulez, cette espèce de putréfaction qui court dans une partie de ces manifestations séparatistes. Donc là, oui, il faut arrêter. Il faut arrêter par le biais du droit d'asile, par le moyen des expulsions, par les sanctions dans l'éducation nationale, enfin quand même. Donc vous voyez, on est sur quelque chose qui a pris l'eau de tous les côtés. Eh ben, il faut colmater. Merci beaucoup Pierre Conessa d'avoir été avec nous, haut fonctionnaire, auteur de État des lieux du salafisme en France, du séparatisme au terrorisme, édition de l'Aube. Merci beaucoup Philippe Bilger d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Tom Conan. Merci beaucoup Jean-Michel Fauvergue. Dans un instant, les vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet reviendra sur les annonces du gouvernement avec, vous savez, c'était en août, sur cette enveloppe de plus d'1 milliard d'euros pour revaloriser les soignants. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et puis des signes inquiétants de souffrance psychique sont décelables auprès de 1,2 million d'adolescents sur 14 millions que compte la France. C'est un énorme. On fera aussi un état des lieux. On en parle dans un instant. À tout de suite.